Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans le débat du jour. Nous espérons que le réveil a été facile pour vous. Vous savez, gérer une entreprise en famille représente la forme de collaboration la plus ancienne parce que pour beaucoup de sociétés familiales, travailler avec ses frères semble beaucoup plus aisé. Alors, sous le cieux, associer sa famille à son entreprise, une bonne idée, c'est une interrogation. Nous allons parler des avantages et des inconvénients et également aborder peut-être le statut juridique s'il faut avoir une entreprise familiale. Voici mes invités de ce premier plateau. Je suis avec Madame Aurore Dosuyovo. Elle est formatrice en entrepreneuriat. Elle-même est chef d'entreprise, donc entrepreneur. Bonjour Madame Dosuyovo. Oui, bonjour Angèle. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va bien. Ah, vous avez changé. Je ne sais pas si c'est 2024 que vous avez changé. 2024 qui a commencé. Ou bien c'est la coiffure. Il y a quelque chose de changé en vous. Ah, d'accord, c'est la coiffure aussi. Ah, c'est peut-être la coiffure. Bon, d'accord. On s'est vu il y a un bail aussi. Hein. Oui, On ne s'est pas du tout eu en décembre. Ça fait une année déjà. Bon, c'est vrai. C'est vrai. C'était l'année dernière. Donc, en 2023, ça fait un an. Allez, bonne année à vous, puisqu'on s'est eu il y a un moment. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Je suis également avec une autre femme, Madame Clotilde Agbogbe. Elle est pasteur et également entrepreneur. Bonjour Madame Agbogbe. Bonjour Angèle. Vous allez bien? Très bien, on bénit le Seigneur. D'accord. Alors, vous êtes avec nous pour la première fois? Oui, c'est pour la première fois. Voilà, l'expérience sera certainement fructueuse. Par la grâce de Dieu. Amen. Bon, comme c'est un pasteur, on peut comprendre qu'il y aura beaucoup de Dieu. Beaucoup, on va appeler beaucoup peut-être Dieu en ce premier plateau. Et à la seconde heure, mesdames et messieurs, après la Vox Populi, nous aurons deux autres profils. Je serai avec Monsieur Eugène Aguemont, spécialiste de la manupuncture. Il va venir nous dire ce que c'est. Et Monsieur Maurice Sosa, qui est juriste d'affaires. Bon, les hommes ont préféré être là à la deuxième heure, selon leur emploi du temps, évidemment. Donc, voilà un peu mes invités pour cette thématique, mesdames et messieurs. Alors, on va démarrer les échanges et je vais déjà vous poser la première question. Je vais poser la première question à Madame Dosuyovo. Alors, travailler en famille, une bonne idée, Madame Dosuyovo? Oui, ça dépend du travail dont il sera question. Parce que quand on voit les productions des jus de fruits, par exemple, quand je prends les entreprises dans l'agro, par exemple, c'est beaucoup impliqué dans la famille ou bien dans les trucs d'élevage, par exemple aussi. Parce que ce n'est pas une seule personne qui s'occupe de ces formes d'entreprise. Quand il faut produire un jus ou bien faire l'élevage, ça nécessite une main-d'œuvre. Donc, pour lancer ces entreprises, par exemple, il faut nécessairement compter sur les uns et les autres parce que le chiffre n'est pas d'abord au début. C'est là où on voit l'intervention des membres de la famille qui veillent sur l'entreprise déjà avec celui qui a initié ça au départ. Mais progressivement, il faut donner une forme à cette forme d'entreprise. Parce que c'est lorsque l'argent commence par rentrer dedans, qu'on commence par se poser des questions où quelqu'un trouve qu'il ne perçoit pas assez comme celui-ci ou celui qui vend. Il y a d'autres qui pourront dire, voilà, c'est moi qui surveille chaque jour, mais je ne vois rien dedans. C'est toi seul qui bouffe tout. Donc, c'est là où les problèmes commencent par surgir, par naître. Et c'est là où on se pose maintenant les questions où est-ce qu'il faudrait travailler en famille. Sinon, a priori, l'entreprise naît dans le cocon familial. Parce que ça naît dans un creuset de deux frères ou deux sœurs, ou bien un frère, une sœur, ou bien un parent qui a lancé et puis les autres continuent. Donc, ça naît dans le cocon familial. C'est dans l'évolution de cette entreprise que l'idée la trouve, en fait, que la question commence par se poser au fait. Bon, là, c'est exclusivement lié à l'exemple que vous avez pris. Oui. L'agroalimentaire. Oui, c'est dans les productions, quoi. Par exemple, sinon, il y a d'autres formes d'entreprises qui ne font pas intervenir d'abord la famille.
Il y a des trucs intellectuels, par exemple, une entreprise intellectuelle ne nécessite pas d'abord un travail en famille, parce que c'est l'individu qui réfléchit sur ce qu'il doit offrir comme service d'abord. Donc ça le concerne, ça l'implique un peu lui seul. Et ça ne nécessite pas nécessairement tous ceux qui sont autour, parce que un individu peut être instruit, c'est pas, il peut avoir un background, et sa famille peut ne pas avoir ce background donné là. Donc, dire qu'il va travailler avec une famille, c'est pas évident. Premièrement, peut-être il va chercher peut-être un cousin un peu loin, mais pas dans son environnement immédiat, en fait. C'est ces notions que je pourrais vraiment faire D'accord. ressentir. Oui, Madame Boubé. C'est la même question. Est-ce une bonne idée de travailler en famille? Oui, je dirais que ça dépend. J'irai dans le même sens que Madame Dossu-Ovo. Ça dépend de quel genre d'entreprise il s'agit. Sinon, aujourd'hui, nous voyons qu'avec le développement, il y a tellement plus de nouvelles activités, de domaines, de secteurs d'activité sur le terrain. Si nous voyons au commencement, vous l'avez dit au départ, j'irai toujours de la Bible parce que Dieu, c'est le meilleur entrepreneur qui puisse exister. Et Dieu, en voulant créer l'homme, c'est une entreprise. Pour Dieu, il a dit, venez, créons l'homme à notre image. Il a associé Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. À trois, ils ont créé. Donc d'abord, ça dépend de quel genre d'entreprise vous voulez créer et quelles sont les capacités des membres de vos familles que vous voulez associer à cette entreprise. S'ils ont la capacité, s'ils ont le background nécessaire, la connaissance nécessaire pour aller, c'est la meilleure façon de faire son entreprise, c'est d'associer les membres proches de sa famille. Mais est-ce qu'il faut d'abord se poser la question de savoir est-ce qu'ils remplissent les conditions? Il ne faut pas amener quelqu'un qui n'a pas peut-être fait la comptabilité et juste parce qu'il est membre de votre famille, vous le placez à votre caisse, vous allez faire beaucoup de dégâts. Je sais que quand on va plus évoluer, on va aller dans ce sens, mais c'est bon si nous suivons l'exemple de Dieu même, à condition que la vision et les capacités requises et pour le résultat escompté soit au niveau de ces membres de la famille. Donc je note que pour vous deux, c'est pas un non catégorique, c'est ni pas, non. un oui catégorique. Non. Ça dépendra alors du type d'entreprise à considérer. D'accord. Prenons des exemples pour mieux comprendre. Je ne sais pas quel exemple vous allez prendre pour pouvoir mieux expliquer. Pour tel type d'entreprise, il ne faudrait pas du tout associer la famille. Pour tel autre, il faut l'associer. Non, associer la famille ou ne pas associer la famille, c'est comme dans toute entreprise, on veut engager des gens. Il y a toujours le profil qu'on regarde. Ce n'est pas parce que c'est l'entreprise du père ou de la mère que tout le monde doit forcément travailler dedans. Si tant est que vous désirez fonder une entreprise familiale, alors les postes dont vous aurez besoin que vous aurez à pouvoir, allez donc envoyer ces gens-là en formation. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui des gens qui sont médecins, par exemple, et qui envisagent ou qui ont des cliniques ou bien des hôpitaux. Ils essayent d'orienter leurs enfants dans le domaine de la santé pour qu'ils viennent travailler là. Donc, il faut que ceux-là que vous espérez qu'ils travaillent avec vous, c'est la formation, c'est la qualité, c'est le qualificatif. Si les gens ne sont pas du domaine, une entreprise a besoin des gens qu'il faut à la place qu'il faut. N'a pas besoin forcément que ce soit membre de la famille. Membre de la famille, c'est bon parce que ça a ses atouts, nous allons y venir. Mais il faut que la personne soit qualifié pour le faire, quel qu'en soit le domaine d'activité. C'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité qui ne nécessitent pas que les gens aient une formation, un diplôme. Si nous voyons dans l'ancien temps, les parents faisaient beaucoup d'enfants et quel était l'objectif? Ils auront plus de main-d'œuvre pour les travaux champêtres. Et les travaux champêtres, c'est en observant qu'on apprend et ça va vite. Donc, ça dépend de l'entreprise, de l'envergure de l'entreprise et de la spécificité de l'entreprise que vous voulez créer
Et c'est à partir de là, vous allez décider s'il faut le transformer en entreprise familiale ou non. Alors, on va être tout aussi pratique et commencer déjà par, je ne sais pas si vous pouvez les avantages ou les inconvénients. Commençons peut-être par des inconvénients. Inconvénients à travailler ensemble en famille. Les inconvénients à travailler ensemble en famille, il y a deux cas. Le cas où c'est une personne, un membre de la famille, l'aîné, le cadet ou le benjamin, qui fondent l'entreprise seul sur fonds propres et maintenant associent les autres. Il y a ce cas où bien 3 ou 2 membres de la famille s'associent et sont cofondateurs de l'entreprise. Dans tous les cas, il y a des problèmes. Parce que quel que soit le type d'association, parce qu'il y aura plusieurs types d'associations. Oui, comme vous l'avez dit, on peut être soit c'est moi, je crée, voilà, ma grande sœur je recrute mon frère comme un employé. Donc, quel que soit le type d'association, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients. Parce que d'abord, et je ne dirais pas notre coutume ou notre culture, c'est la manière, nous avons des perceptions chez nous, dans notre éducation, et que nous pensons que avec l'entreprise, ça peut rimer. Quand il s'agit de l'entreprise, c'est toute autre chose. Et c'est difficile pour 2 personnes ou 3 personnes qui sont familles, qui ont vu l'autre dans son moment de galère, je dirais, qui le connaît. On te connaît, dans ce pays tu ne t'es rien, maintenant tu es quelque chose, tu veux faire le patron de quoi? Tu peux être patron pour les autres, mais moi tu es mon frère, c'est mon grand frère. Et puis la familiarité, je dirais, ça fait que les barrières qui doivent être établies, les limites que chacun devrait avoir dans l'entreprise, on brise la barrière rapidement, on se pense à la maison, ou bien on pense que c'est l'héritage de papa, ou bien papa a donné quelque chose à quelqu'un plus que soi, et que c'est son droit maintenant de siphonner un peu, et puis il y a les écarts. Donc un mélange de vie privée et professionnelle. Ça, c'est le premier danger et c'est le danger imminent qui attire tous les autres dangers dans l'entreprise et qui la font couler pour la plupart des temps. C'est vrai, il y a des entreprises familiales qui évoluent, qui émergent, qui ont de l'essor. Surtout, il y a des ethnies au Bénin, nous n'allons pas citer, qui le font et nous les voyons sur le terrain. Et moi, ça m'intéresse, ça me rend beaucoup, j'apprends de ça du moins, mais pour la plupart, il y a la familiarité, la vie privée et la vie d'entreprise qui est mélangée. On ne sait pas si la maison est à part, l'entreprise est à part, et on commence par mélanger les sentiments, on commence par apporter les histoires de la maison. Là, je fais le linge sale dans l'entreprise. Dans l'entreprise, et l'entreprise devient comme la maison, et à partir de ce moment, les règles de l'art que devrait suivre une entreprise pour émerger sont bafouées, sont mises de côté, ne sont pas respectées. Bon, c'est mon grand frère, bon, c'est ma grande soeur. Tu vas me faire quoi? On ne peut pas mettre la prison c'est moi. Des trucs qui ne tiennent pas. Et on le dit allègrement, on entend. Je l'ai vécu. Ah oui. Ah oui, je l'ai vécu. Dans ma propre entreprise. Ou dans ma propre entreprise, tu embauches quelqu'un qui est de ta famille, mais lui, c'est que tu ne peux pas le traiter comme tu vas traiter les autres. Il pense déjà dans sa tête qu'il faut un traitement particulier pour lui. C'est là même que le bas blesse. Et c'est là même que les bêtises, excusez-moi, commencent au sein de l'entreprise. Et celui-là, membre de la famille qui est censé respecter l'entreprise, respecter les tâches, respecter les procédures. Lui, il est là maintenant pour désobéir, et les autres qui sont des nouveaux qui sont venus dans l'entreprise maintenant, si sa soeur même fait ça, qu'est-ce que nous on va faire? Si son frère même fait ça, c'est nous qui allons bien faire. Et puis ça commence et la pagaille s'installe avant que le chef d'entreprise ne s'en rende compte. Le chaos est déjà là. Et maintenant, il est dans un dilemme total. C'est ma soeur. Qu'est-ce que je peux faire? J'aurai affaire à la famille. J'aurai affaire à la famille. Et nous savons qu'en Afrique, au Bénin, la famille, c'est quelque chose de très sacré. Et là,
il aurait choisi, et parce que dès le début, il devrait garder certaines lignes, certaines rigueurs dans son entreprise, que ce soit mon frère ou ma soeur, c'est ça, on vient au service à 8 heures. Tu ne viens pas à 8 heures. J'ai appris l'histoire de la prédicatrice Joyce Meyer, qui a son entreprise a engagé sa fille, mais la fille venait quand elle veut, faisait ce que... Elle l'a licenciée en même temps. Et c'est quand elle est allée trouver de boulot ailleurs qu'elle a compris qu'elle était fautive. Elle est revenue s'excuser et la maman l'a réengagée. Ça devrait être ça. Engager sa famille, c'est bon. C'est une belle idée. Ça a ses avantages. Mais si tu n'es pas capable d'établir l'ordre, si tu n'es pas un leader né, qui a de la rigueur sur toi-même et sur les autres, moi je dis, il ne faut même pas s'aventurer sur ce terrain. Donc l'entreprise doit avoir un leader aussi, parce que sans leader, ça sera un monstre à 3 têtes, soit à plusieurs têtes. Il faut quand même reconnaître le leadership de quelqu'un, même quand c'est une entreprise en famille. Il faut reconnaître que telle personne, même si c'est le plus petit qui associe les autres, c'est notre leader, c'est lui, notre représentant. Quand il donne des ordres, nous devons nous plier à ça. Que de dire non, pourquoi il va dire ça. Là, ça permet quand même à l'entreprise d'émerger. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons aussi d'entrepreneuriat, nous encourageons les gens à travailler ensemble. Et c'est les petits détails qu'on doit noter et pour pouvoir avancer et prospérer dans le monde entrepreneurial. Parce que quand on regarde les entreprises individuelles aujourd'hui, ça patauge, ça ne réussit pas pour autant. Quand on est tout seul, on ne peut pas tout faire. On a besoin nécessairement des autres. On a besoin d'avoir confiance aux autres. Mais déjà, nous devons commencer par inculquer dans nos têtes ou bien dans la tête de nos enfants que quand il s'agit d'entreprise, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un truc de l'amusement. C'est une solution que la personne t'apporte. Et si nous pouvons nous plier et travailler vraiment, être rigoureux, effectivement, ensemble, l'entreprise va donner un grand nom et faire émerger le nom même de notre famille. Et ça va quand même créer de l'emploi à toute une communauté qui est au-delà. Donc, c'est une éducation qu'il faudrait commencer par quand même inculquer aux uns et aux autres. Et que la famille ne soutienne pas la médiocrité aussi. Parce que la famille dit souvent, non, le linge sale, on lave ça en famille, des histoires comme ça. Quand il s'agit d'entreprise, le linge sale, c'est l'âge au tribunal. Non, ça paraît. Non, c'est-à-dire, au niveau de l'entreprise, il ne faut pas faire des exceptions du genre. Parce que qui est le chef de famille qui veut laver cette forme de linge sale là? C'est pas... On fait couler l'entreprise au vu au su de tous. C'est au fait, finalement, le linge... Ça, parce que la personne a bouffé les sous. On lui dit, va faire une commande. Et puis, il détourne carrément tout l'argent. Et puis, voilà, on a la capacité de relancer l'entreprise. On dit que non, le linge sale, c'est là, ma famille, donc il faut le laisser comme ça. Il ne paye pas. Et personne n'assume même ça. Si au moins, bon, les parents, au fait. Les mais parents madame l'a dit, c'est le contexte sociologique. Non, c'est-à-dire qu'il faut que ce contexte commence par changer, au fait. Mais comment Parce que nous devons évoluer. Nous ne devons pas rester dans un contexte familial. Est-ce que vous allez avoir une entreprise et voir votre frère au chômage alors que vous avez un poste auquel répond son profil? Ah non, l'entreprise, au fait, c'est pas un truc de solidarité, au fait. Ok. Oui, l'entreprise, c'est pas la solidarité. Donc, c'est pas une offre sociale. Je suis désolée, parce que c'est l'argent qu'on y met. Et quand c'est de l'argent qu'on y met, si on regarde, genre, bon, c'est vrai, il y a des gens qui ne trouvent pas facilement de travail à cause de certaines manières de parler. Par exemple, ils commencent par raconter leur historique. Genre, dans ma famille, je suis le Benjamin, voilà, je suis orphelin de père et de mère, des histoires comme ça. C'est pas évident, quoi. Parce que il y a trop de problèmes pour qu'on t'ajoute dans une entreprise qui veut résoudre d'autres problèmes, en fait. Si on doit se concentrer... Un poste de comptable, par exemple, c'est... On profite pour dire ces choses. Un poste de comptable, c'est toi qui te présentes. Enfin, on te voit, tu expliques toutes tes misères. Tu n'as pas mangé même avant-hier. Et puis, tu as un diplôme de comptabilité. Et puis, tu commences par expliquer ça. C'est pas évident qu'on te remette dans le poste de la comptabilité. Parce que si on te remet ça, tu iras résoudre ton problème de faim immédiat. Tu ne vas pas résoudre le problème de l'entreprise. Pour qu'une entreprise familiale puisse porter, il faut une charte. Il faut quand même quelques règles qu'on s'asseye quand même, qu'on mette en place. On dit voilà, c'est vrai, bon, je t'accepte parce que tu as une telle compétence, ok. Mais ceci respecte ça. Et si tu ne respectes pas, ou bien si tout le monde ne respecte pas ça, il y a telle conséquence qui risque de tomber si on essaie. Et il faudrait signer aussi ça, j'accepte.
Là, quand c'est accepté, quand ça arrivera, il y a des mises en garde. Bon, il faudrait qu'on fasse la part des choses aussi. Une entreprise familiale est différente d'une entreprise privée à laquelle on associe sa famille aussi. Il faudrait qu'on fasse déjà cette différence pour ne pas embrouiller. Oui, bon, une entreprise familiale, souvent, c'est une manière de faire que l'entreprise veut relayer. C'est pourquoi je parlais au début de produits qui veut sortir de cette entreprise-là. Parce qu'ils ont une idée commune, ils ont une certaine manière de faire les choses, ou bien c'est papa qui avait longtemps fait, et puis on veut faire ressortir ça. Donc, quand même on se met au début à trop en créer, la forme souvent c'est une ONG. On crée une ONG, puis on commence. Quand il n'y a pas l'argent dedans, les gens ne veulent pas se sacrifier. Même si c'est une entreprise au départ familiale. Parce qu'on ne trouve rien dedans. Voilà. Maintenant, les gens qui se sont mis à se sacrifier au départ, il ne faut pas que les autres disent que comme au départ, en créant, moi j'étais secrétaire, l'autre était trésorier, c'était une entreprise familiale. Et que bon, finalement il y a l'argent dedans, je suis toujours dans la famille. Il y a ce truc qu'on note souvent, quoi. Quand il n'y a pas l'argent, les gens ne s'impliquent pas, parce qu'ils ne voient rien dedans. Même si c'est une famille, quoi. Parce que s'il faut que ça soit une entreprise familiale, il faut que tout le monde investisse aussi. Et se sacrifie aussi pour que ça porte. Aussi, le second plateau, on va aborder les statuts justement juridiques du fonctionnement des entreprises familiales. Là, sur ce premier plateau, nous sommes sur l'entreprise privée à laquelle on vient associer simplement sa famille pour donc voir comment ça va marcher. Alors, nous avons abordé les inconvénients de long à large. Les avantages que vous y voyez, madame? Bon, c'est déjà la confiance, parce qu'en sa famille, on a un peu plus de confiance qu'à un étranger. Oui, c'est une entreprise familiale, c'est d'abord la confiance quand même qu'il faudrait mettre et la compétence. L'avantage qu'on voit, premièrement, souvent, c'est la capacité de se faire comprendre par l'autre. L'autre qui comprend que l'argent n'y rentre pas d'abord, parce que c'est pourquoi on n'embauche pas premièrement, quoi. Parce qu'on se dit, j'ai pas le salaire à payer, donc si on peut se mettre à deux, on le fait. Oui, Madame Agobé, c'est vrai que vous avez connu plutôt plus de déboires que d'avantages, mais travailler peut-être avec ce membre de votre famille, n'a-t-il eu que des inconvénients? Il n'y a pas d'avantages? Non, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages parce que si c'est un membre de la famille, je suppose que c'est quelqu'un que tu connais et tu as plus confiance en cette personne. Par exemple, lui confier une forte somme d'argent, va faire tel achat, va faire un dépôt à la banque, que quelqu'un que tu viens d'embaucher. Il faut beaucoup d'années, de temps avec quelqu'un étranger à la famille pour lui faire confiance et lui laisser la main de certaines choses. Donc, tu as l'avantage et du temps d'aller vite. Si c'est un membre de la famille, tu as moins de peur. Maintenant, c'est dans ça que la négligence au niveau du leader de l'entreprise vient. Sinon, au fait, la meilleure personne à embaucher, c'est les membres de la famille. Parce que non seulement ça, même si vous gérez bien, mais après, les problèmes viennent et vous vous séparez, il continue, tu continues. S'il a appris de toi et il émerge, et c'est la famille qui émerge. Vous comprenez? Donc, moi, je vois plus d'avantages que d'inconvénients, à condition que le leader soit quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire. Parce que moi, personnellement, dans mon cas, j'ai fait beaucoup de laisser aller et on en a profité et je m'inculpe plus parce que je me dis, si j'avais pas trop mis de laisser aller, si j'avais bien su diriger et je n'allais pas laisser telle et telle dérive. Sinon, quand c'est un membre de la famille, c'est mieux. C'est différent. C'est mieux. Tu as plus. Tu le connais, tu sais comment il réagit, tu connais son tempérament, tu sais ce qu'il faut lui confier. Mais quand c'est une nouvelle personne qui vient, il cache ses défauts, les défauts de son tempérament, il fait le béni, oui, et puis après, bonjour les dégâts. Et tu n'as même pas de répondant pour la plupart des cas. Il peut disparaître, mais quelqu'un, c'est rare qu'un membre de la famille
se volatilise comme ça dans la nature. Hein. Oui, bon, tôt ou tard, on finira par le mettre la main dessus. Donc, pour que les choses aillent vite, parce que sans la confiance, ça n'évolue pas vite, pour que les choses aillent vite. Et tu n'as pas peur de lui montrer les sources d'approvisionnement, parce que tu sais que ça, c'est un membre de la famille. Même si quelque chose m'arrive demain, mon entreprise va continuer, parce qu'au moins, il connaît comment on fait, où est-ce qu'on va acheter, comment les choses se passent. C'est que tu es à l'aise et puis ça évolue vite. Ce n'est plus toi seul qui est dans le secret de l'entreprise, quoi. Il y a tellement d'avantages. Oui, et vous pouvez aussi essayer la conciliation si c'est qu'il y a un problème majeur, conciliation. Voilà, c'est plus facile. C'est dans la nature et puis c'est la cassure totale. Donc, vous avez dit que le leader doit pouvoir savoir gérer. Alors, quel est ce comportement majeur que ce leader-là doit avoir vis-à-vis justement de ce membre de sa famille qui l'associe à son entreprise? Le leader, d'abord, c'est lui qui établit les règles de son entreprise. C'est lui qui doit d'abord montrer à ce membre de la famille que ici, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le village, ce n'est pas la cour commune. C'est de telle manière que les choses se font. Par exemple, tu es chef d'entreprise et aux heures du travail, tu appelles le membre de la famille qui est dans l'entreprise et c'est en ce moment, tu le mets dans ton bureau et vous parlez de la réunion, de comment telle tante, telle oncle s'est comportée et vous laissez le travail. Et il y a des comportements que c'est toi-même, quoi. Ta maison là, tu le mets en ordre, tu le mets en règle. Tu ne lui donnes même pas le temps de développer ses griffes, ses mauvais comportements. Non. Toi, tu es le chef, tu fais le chef et tu mets tout le monde sur le même diapason. À la maison, il sera même étonné que quand vous venez à la maison, c'est une autre phase. Là, d'abord, il va dire, attention, celle-là ou bien celui-là, quand il s'agit de travail, il ne connaît personne. Il ne connaît personne. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas qu'il y ait de laisser aller. C'est parce que c'est ma soeur, c'est parce que c'est mon frère. Non, dès les débuts. Quand on est aussi trop strict, je sais pas. Non, personne n'est trop strict. Regardez Dieu quand il a créé le monde a failli et il a voulu exterminer tout le monde, mais il a pu trouver quelqu'un qui est Noé. Dieu même est flexible. Dieu même est flexible, mais la flexibilité ne doit pas être de tous les temps et tolérer tout. Non. Donc c'est le leader. Si tu n'es pas tu n'as pas de caractère, n'embauche pas un membre de la famille. Trouve un autre entrepreneur et recommande ton frère et recommande ta soeur. Mais si tu sais que tu peux gérer, tu peux faire la nuance, tu peux faire la différence entre les affaires de la famille et les affaires de l'entreprise, c'est la meilleure personne à embaucher selon moi, c'est un membre de la famille. Oui. Merci beaucoup à chacune de vous. Je note que c'est pas une affaire de bonne ou mauvaise idée, tout dépendra du leader. Parce que c'est la dynamique que le leader, le responsable de cette entreprise va implémenter, que c'est cette dynamique-là qui pourra permettre de prospérer. Mais c'est une bonne chose que d'associer un membre de sa famille parce qu'il y a déjà l'aspect confiance qui est là. Mais tout dépendra alors du comportement de chacun et des autres. Merci à vous, Madame Agbogwe, pour cette première. Nous espérons que vous retrouvez pour d'autres thématiques. Je rappelle que vous êtes pasteur également entrepreneur. Merci, Madame Aurore de Suevo. Vous êtes formatrice en entrepreneuriat également entrepreneur. Ils m'attendent, mes sœurs Eugène Aguemon et Maurice Sosa. Avec eux, nous allons déjà faire la différence entre une entreprise à laquelle on associe un membre de sa famille et une entreprise familiale, les statuts juridiques d'une entreprise familiale et évidemment continuer à développer les aspects avantageux ou inconvénients de la chose. Je les installe. Monsieur Eugène Aguemon, bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci, heureuse année à toi aussi. Merci beaucoup. Vous êtes spécialiste de la manuponcture. Alors, c'est quoi la manuponcture? C'est vrai que je sais pas. C'est une médecine quand même qui s'observe par les mains. Et également, aujourd'hui, je travaille sur des produits naturels pour quand même faciliter la régénération des organes.
médecine des mains. C'est-à-dire, on voit comment vous êtes malade à travers les mains, Ouais. c'est ça? Chaque organe est représenté au niveau de la main. Ah bon? Ouais. Tous les organes du corps humain? Ouais. Ah, d'accord. Bon. On en parlera. On en parlera. Donc, vous êtes là parce que vous êtes également entrepreneur, Honneur, oui, évidemment, bien sûr. entre autres, hein, parce que vous avez plusieurs casquettes. Ouais. Bonne arrivée à vous. Monsieur Merci. Maurice Sosa, juriste d'affaires, bonjour. Bonjour, Vous allez bien aussi? très bien, chez vous? Ça va, on est toujours en janvier, donc on peut se passer toujours les bonnes années. Oui, heureuse année à vous. Merci beaucoup. Bonne année également à vous. Alors, voilà la thématique, associer sa famille à son entreprise, une bonne idée. Alors, il y a une petite confusion qui s'est faite au cours du premier plateau que j'aimerais qu'on lève, qu'on évacue déjà directement. La différence entre associer un membre de sa famille à son entreprise et une entreprise familiale. Vous êtes mieux placé pour faire ces différences. Je vous écoute, Monsieur Sosa. Ok. Lorsqu'on parle de société familiale, je vais parler de société. D'accord. Société familiale, ça voudra dire que c'est une société dans laquelle les apports détenus, plus de 50% de ces apports proviennent de la famille, d'une famille. Donc c'est en ce cas-là, on parlera de société familiale Familiale. ou entreprise familiale. Donc voilà. D'accord. Mais quand c'est une entreprise à laquelle on associe son On associe, ça voudra dire la personne qu'on veut associer. Associer, c'est peut-être abus de mots, ou bien abus de langage. Ok. La personne qu'on veut inviter. Je ne parlerai pas d'associer, parce que la personne qu'on veut inviter à travailler avec la société familiale, là, la personne n'est pas associée. Il y a une différence entre associé et employé. La personne est associée lorsque la personne détient des parts sociaux dans la société, moyennant lorsque la personne a fait, des apports. On a 3 types d'apports: apport en nature, apport en numéraire et apport en industrie. Lorsque la personne a fait un apport à l'entreprise en question, à la société en question, moyennant des parts sociaux, des parts sociales du moins, en ce moment-là, on parlera de associé. Dans le cas où la personne n'a pas affecté un apport à la société, moyennant en contrepartie des parts sociales, en ce moment-là, on parlera juste de employé ou bien collaborateur. Voilà. Donc, en fait, dans notre cas, c'est collaborer alors avec sa famille dans son entreprise. Voilà. Mais bon, ça va être long. Oui. Ça va être long, mais bon, c'est clair maintenant. On l'aurait pu faire depuis le début, mais vous avez choisi votre temps pour être là. Donc, du coup, voilà, on est obligé de le faire là maintenant. Oui. Donc, c'est clair. Il y a clairement une différence entre collaborer avec un membre de sa famille dans son entreprise et avoir une entreprise ou une société familiale. Oui, La exactement. différence, elle est donc claire maintenant. On vient de faire la part des choses. Alors, on va vous reposer la même question à vous, Monsieur Aguemon, pour le premier cas où on collabore. Est-ce une bonne idée selon vous? Normalement, c'est la meilleure même façon de vivre qu'a fait même développer les pays que nous connaissons. Au fait, c'est le fait que nous n'avons pas la culture de la collaboration ou la culture de la société que nous souffrons. Parce que l'individualisme... Est-ce une bonne idée selon vous? Normalement, c'est la meilleure même façon de vivre qu'a fait même développer les pays que nous connaissons. Au fait, c'est le fait que nous n'avons pas la culture de la collaboration ou la culture de la société. Il passe son nom parce que tout le monde est égaux dans une famille. Imaginez un instant que nous avons hérité une famille, une société de nos ancêtres.
Alors, ça doit perpétrer, ça doit continuer. Mais les ancêtres avaient déjà établi des règles que nous devons respecter normalement. Mais aujourd'hui où l'individualisme a gangréné la société, où il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien, c'est compliqué d'associer ou d'employer. C'est très compliqué parce que d'abord, l'esprit d'entrepreneuriat a déserté le forum. Donc, si je suis avec toi aujourd'hui, c'est parce que j'ai un intérêt avec toi. Si Eugène est bon, c'est parce qu'on a d'intérêt avec lui. Mais le jour où on n'a plus d'intérêt avec lui, tout est mauvais. Il est méchant, il est sévère, il est ci, il est ça. Donc, le fait de perdre l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'association, parce qu'il y a aussi des entreprises sociales. Et il faut partir de là pour atteindre même ce que nous appelons la société. Parce que la collaboration dans la société est nécessaire. Le respect, là où s'arrêtent mes droits, commencent tes droits. Bien sûr. Donc, il faut connaître ces b.a.-ba de l'entreprise avant de foncer, d'aller parler. Pour être honnête, en 2015, j'étais en vacances au Bénin. J'ai essayé de faire une étude pour voir une évaluation sommaire d'une société qui a 50 ans au Bénin. Il n'y en a pas. Sérieux? Je t'assure. Et je continue de chercher et je n'ai pas encore eu. 50 ans de vie. Bon, moi, je n'ai pas fait d'études dans le domaine. Donc... Non, moi, j'ai fait des questionnaires où j'ai envoyé des gens qui ont été posés des questions. Même 25 ans, c'est rare. 50 ans. Entreprise privée. Hein. Privée. C'était compliqué. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand quelqu'un meurt, il meurt avec son entreprise. Le fait qu'il n'a pas associé même ses propres enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je suis le PDG de ma société, quand mes enfants viennent dans ma société, c'est comme ils sont les patrons aussi de l'entreprise. Ils ne sont associés à rien, ils viennent seulement pour sauter, monter, descendre et puis ils repartent. Alors que normalement, l'esprit de société doit accompagner mes enfants jusqu'à un temps où je prépare en même temps ma relève. D'accord? Si c'est entreprise familiale. Même si nous prenons les autres entreprises, vous allez voir, les sociétés sales sont rares. Où on le fait pour formalité. Et je suis sûr que lui, comme il est dedans, il le sait, on amène des noms. Des gens quand même, on prend leur nom, on prend les pièces, mais ils ne sont pas en réalité, ils ne sont pas actionnaires. C'était pour le formalisme. Donc on fait tout ça. Quand le monsieur à l'entreprise fait ses affaires, le jour où il meurt avec tout. Et quelques 3 mois après, même avant son enterrement, les fils essayent de partager, de vendre des choses avant de faire son enterrement ou de faire tout. Et puis, conclusion, l'entreprise meurt, on l'enterre avec l'entreprise. Mais ce sont justement les inconvénients que vous avez évoqués, que le premier plateau a évoqué, qui expliquent cela. Parce qu'on a peur que la famille ou le parent avec lequel on va collaborer ne puisse pas avoir le sens du travail en commun. Et vilipender ou dilapider les fonds. Il faut l'esprit là, il faut une formation. C'est pour ça que Madame Dossiovo, je l'apprécie, je la félicite pour ce qu'elle fait aujourd'hui en éducation sociale et financière. Avant d'aboutir au 5e pilier de l'éducation sociale et financière, qui est l'entreprise sociale, il faut avoir l'exploration personnelle, la connaissance de soi. Il faut connaître ses droits et devoirs. Il faut connaître la programmation et la budgétisation. Ensuite, il faut aller à l'économie, économiser et dépenser. Quand tu brûles ces étapes-là, tu ne peux pas participer à l'entreprise sociale. Parce que dans l'entreprise, il faut se connaître, il faut connaître ses limites, il faut connaître ses droits, il faut connaître ses devoirs. Et il faut déjà toi-même savoir, parce que le vrai problème que nous avons aujourd'hui au Bénin, c'est quoi? C'est que ça soit au niveau de l'État, que ça soit au niveau des privés, les poches là, on s'en fout de la caisse de l'entreprise et de sa propre poche. On les mélange. On les mélange et on fait ce foutu-là. Et conclusion, c'est que le travail, parce que moi, je ne peux pas être dans la société et que tu serais en train de délapider l'argent et je vais me taire. C'est vrai que vous êtes là pour le côté juridique, mais je veux bien avoir votre opinion là-dessus aussi, monsieur Sosa. Okay. Vous en dites quoi? Bon, sur cette question-là, moi, je dirais
qu'il faut juste encadrer, que ce soit en collaboration, que ce soit l'offre d'associer en tant que membre de famille. Il faut juste encadrer et avoir des clauses qu'il faut pour que même si la société ne fait plus confiance, que ces actes-là puissent vous permettre d'avoir confiance, d'être à l'aise dans ce que vous faites. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Sinon, collaborer ou offrir des parts sociales à un membre de la famille, c'est une bonne chose. Les deux, d'ailleurs, c'est une bonne chose, mais ça revient à ce qu'on se demande dans quel cadre, comment il faut l'encadrer pour ne pas avoir des inconvénients et tout. D'accord. Alors, est-ce que dans les deux cas, on peut avoir des clauses juridiques? Bien sûr. Bien sûr. Qui s'établissent comment? Oui, au fait, c'est que d'abord, permettez-moi de définir ce qu'on appelle société. Selon l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, OHADA, en fait, à l'article 4, il est bien défini que la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat. L'article bien dit par un contrat d'affecter des biens en nature, des biens en industrie ou des biens en numéraire, dans le but de partager le bénéfice ou d'avoir le profit qui en résulterait. Ça peut être une perte, comme ça peut être des avantages et tout. Donc là déjà, on a parlé d'un contrat. Maintenant, de l'autre côté, une seule personne peut créer une société et pas un acte écrit. L'article a précisé également pas un acte écrit. Donc, dans ces cas-là, quand on parle de contrat, on vient au niveau de acte écrit, ça voudra dire, on parle de statut. Et lorsqu'on parle de statut, il y a des clauses statutaires. Et au niveau de l'acte uniforme que je viens de citer là, oui, il y a les mentions obligatoires. Et parmi ces mentions, il y a les modalités de fonctionnement qui doivent être définies. Il y a également les clauses relatives au partage des bénéfices, à la distribution des liquidations de boni. On dit boni de liquidation, ça voudra dire tout simplement que lorsque vous voulez liquider, quelles sont les parts à partager et tout. Donc, ces clauses sont dans le statut, alors c'est fini. Le problème est réglé. Donc, et de l'autre côté, on revient à ce que l'encadrement juridique de chaque société, chaque forme de société a son encadrement juridique qui vous permet d'avoir à certains seuils un commissaire aux comptes pour surveiller les entrées. Il y a des organes qui sont là pour la gestion, l'Assemblée générale ordinaire, pour statuer sur le fonctionnement, statuer sur les états financiers de synthèse et tout. Lorsque nous prenons contrat, ça parle déjà de statut, les clauses à insérer et tout, pour permettre à ce que qu'il n'y ait pas de problème après, pour que vous ayez un œil sur tout ce qui se passe dans la société. Maintenant, la peur de toute personne, c'est comment ça va se passer après. Parce que peut-être on a des projets qui tendent vers la fonction publique, et on peut pas être, la fonction publique n'est pas, les activités commerciales ne sont pas compatibles avec la fonction publique. Donc c'est ce qui amène parfois des personnes à, en voulant créer la société avec des prête-noms, c'est-à-dire en prenant des pièces d'identité d'autres personnes et tout, pour pouvoir créer la société et être gérant. Donc, dans ce cas, ces personnes sont juste ils sont des associés, mais
des associés qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas apporté vraiment qui n'ont pas affecté des biens, mais qui sont là, donc ils savent qu'ils n'ont pas apporté un bien, donc ils ne vont rien attendre en retour. Oui, ils savent qu'ils n'ont pas apporté un bien. Mais le risque, ça peut les rattraper. Oui, le risque peut les rattraper, bien sûr. Ça dépend aussi des formes des sociétés. Parce que si nous prenons, il y a des sociétés de personnes, il y a des sociétés d'action. Maintenant, il y a des sociétés à responsabilité limitée. Maintenant, lorsque nous prenons ces formes de sociétés-là, c'est juste que chaque type de société, chaque forme de société a ses avantages et ses inconvénients. Lorsque nous venons au niveau des sociétés de personnes, l'apport n'est pas limité. C'est-à-dire, vous êtes poursuivi indéfiniment et solidairement. S'il y a des dettes, dettes sociales. Donc, dans ce cas-là, par exemple, voilà l'inconvénient. Mais quand on vient au niveau des sociétés à responsabilité limitée, comme son nom l'indique, c'est à hauteur des apports, ainsi que les sociétés anonymes. Donc, même en cas de société par action simplifiée. Donc, lorsque nous prenons ces différentes formes de société, ces trois formes de société que je viens de citer, ça permet à ce que les apports que vous avez investis, que vous avez affectés, c'est un rapport de ça, c'est en fonction de ça, vous serez poursuivi s'il y a des dettes sociales. Donc, il y a un risque, ça dépend de la société que vous choisissez. Si nous prenons par exemple les établissements, à ce niveau-là, c'est une entreprise individuelle. Oui. Et dans ce cas, le risque, c'est qu'ils sont poursuivis indéfiniment. C'est-à-dire le patrimoine personnel est confondu avec le patrimoine de la société. Donc, s'il y a dette, alors on peut vous poursuivre. On prend tout ce qu'on peut prendre pour régler la dette. Voilà. Donc, il faut d'abord avoir des informations utiles avant de se lancer dans la création. Et là, déjà, si vous voulez faire de la collaboration, vous saurez. Si vous voulez associer des personnes, vous saurez. Maintenant, en associant, vous associez les membres de famille et vous décidez de tout ce qui sera dans le statut, les clauses statutaires et tout, et vous surveillez ce qui sera jusqu'à la fin. D'accord, on va être pratique pour permettre aux téléspectateurs peut-être de suivre. Alors, j'ai eu un établissement. Oui. Je me rends compte que je suis peut-être dans l'agroalimentaire, je ne peux pas faire ça seul. Je veux collaborer avec mon jeune frère. Alors, comment je fais pour avoir une trace vraiment juridique? Vraiment juridique. Pour me protéger. Oui, vous avez un établissement. Oui, un établissement. Voilà. C'est moi qui ai créé mon affaire. Okay. Et je veux mettre mon jeune frère là-dedans aussi. Ok, vous voulez l'associer ou il veut collaborer avec vous? Non, il va une collaboration. Une collaboration, oui. S'il veut collaborer, ça veut dire qu'il a une compétence. Forcément. Voilà, maintenant, cette compétence-là est rémunérée. Donc, vous pouvez l'employer en tant qu'employé. Maintenant, ça, c'est la première possibilité. Vous pouvez... il peut être prestataire de service. Maintenant, dans ces deux cas-là, il n'est pas associé. Non. Et même quand on parle d'établissement, on ne parle plus d'associé. Parce que c'est une entreprise individuelle qui a été créée par une seule personne. Un acte, voilà, ceci privé, ça passe. Donc, ça, l'option qu'il y a là, c'est juste la collaboration sous la forme de prestation où il est recruté en tant qu'employé. Et je lui fais un contrat. Oui, bien sûr. Un bon et due forme, vous lui payez un salaire. D'accord, mais vu que c'est mon frère et j'ai une forte confiance en lui, je lui montre tout, le processus, les clients, en tout cas tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Mais lui, il abuse de moi et disparaît malgré qu'il soit contractuel. Dans ce cas, j'ai comment? Non, comment il sera contractuel et abusé de vous? Quand vous prenez le contrat de travail, mais il y a des clauses... Là, c'est moi qui suis peut-être défaillante dans ce cas. Non, il y a des clauses que vous insérez dans le contrat. Les clauses de concurrence non déloyale. Comme ça, il ne peut pas abuser de vous. Si
il abuse, ça veut dire le contrat n'est pas respecté. Et ça fait une faute. Ça devient une faute. Ça peut être une faute lourde. Voilà, vous le licenciez, vous demandez ce qu'il a demandé, Dommage. vous voyez dedans des dommages. Vous Ou allez soit devant le juge Voilà. pour aller régler ça. Donc, vous avez sécurisé comme ça. Ok. Maintenant, si c'est pas une... On a l'habitude au Bénin de créer que des établissements. C'est assez... Je sais même pas comment l'exprimer, mais c'est plus que des sociétés. Établissement. Et les inconvénients, après décès, c'est radié. On radie. Après décès. Lorsque vous avez un établissement, après décès, on radie l'établissement. Donc, et voilà, il y a la dissolution. Et Jusqu'à demain, je vais continuer par faire confiance à mon environnement. Pourquoi? Parce que je sais que je ne peux pas tout faire. Ça, c'est l'élément numéro 1. Si la personne est consciente, ils doivent savoir que ceci-là, il peut faire 20 ans dedans et faire sa retraite. Le problème que nous avons généralement, c'est le express. Tu vois un peu? Aujourd'hui, c'est l'argent qui est honoré et non la personne. C'est les choses qu'il faut arriver à corriger. Sinon, malgré tout ce qui se passe là, si les gens prennent conscience demain et que nous devons travailler ensemble, parce que si toi et moi, on se met ensemble pour créer quelque chose, il faudrait qu'on se respecte. D'accord? J'ai mon ménage, tu as ton ménage. Ce qui nous lie, c'est le boulot. D'accord? Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On fait de la salade à huile rouge. Et la conclusion, la structure ne dure pas. Ça, ça ne s'enseigne pas dans les clauses. Ça ne s'enseigne pas à l'école. Ça s'enseigne dans la société. Et c'est tout ce que nous avons perdu aujourd'hui qui nous pose d'énormes problèmes. Vous ne pouvez pas vouloir créer une société parce qu'il faut associer membres de famille ou vous avez vraiment ce principe-là d'agrandir la communauté. Donc vous mettez tous les membres de la famille dedans. Non. Ça, il y a une activité spécifique que chaque membre doit venir faire. Si je veux créer une société et cette société-là s'occupera d'agroalimentaire, tout ce qui tourne autour de la production, vente, tout ça, mais j'aurais besoin alors de quelqu'un qui a évolué en marketing. Il peut être associé. De quelqu'un qui a évolué en production. Qui a fait ces études-là, je peux l'intégrer. Quelqu'un qui est technicien de production, je l'intègre en tant qu'associé. Un comptable, par exemple, je l'intègre. Un juriste, je l'intègre. J'intègre toutes ces personnes-là. On a maintenant des associés. Je n'ai plus besoin de chercher de payer un juriste pour rédiger de chercher qui encore un comptable pour établir les états financiers. Je n'aurai pas besoin alors de techniciens qui... Tout est déjà là. Tout est déjà là. Donc c'est pourquoi souvent les entreprises, les sociétés naissent avec le personnel. Vous n'allez jamais voir, on veut créer une société, on lance, on dit, voilà, j'ai besoin de tel associé, vous ne verrez jamais ça. Soit on vous invite, on dit, voilà, il y a un projet, viens pour qu'on en parle. Et on vous intègre. Et maintenant, vous affectez maintenant les apports, vous définissez. Vous pouvez dire, capital social, c'est 1 million, on veut. Toi, tu apportes combien? Très bien. Et en fonction de ça, on te donne les avantages. Oui, on te donne maintenant les parts sociales. Les parts sociales affectées aux apports. Tel nombre de parts sociales. Et tout ça là, c'est écrit dans les statuts. Et voilà, vous créez, vous formalisez. La société évolue. Il n'y aura pas de problème. Non, il n'y aura pas. Chacun connaît ses droits, chacun connaît ses devoirs. C'est là le problème. C'est parce qu'en fait,
Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas travailler, mais ils veulent gagner de l'argent. Et même, il y a une procédure. Lorsque ça ne va pas bien, il y a une procédure que l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales du groupement d'intérêt économique OHADA a défini en tant que procédure d'alerte. Lorsqu'il y a vraiment de compromis, il y a une procédure d'alerte qui est déclenchée. Voilà, il y a une gestion Chaotique. non, pas chaotique. Il y a une gestion temporaire. Il y a un terme spécifique pour le définir. Il y a une gestion comme ça lorsqu'il y a des situations compromises dans la société. Donc ça vous permet de ne pas être surpris après. Et il y aura une dissolution qui ne dit pas son nom. Donc vous surveillez tout. Nous avons tout à notre actif, mais on n'a pas les bonnes informations pour pouvoir suivre de près. Oui, le souci c'est qu'on a souvent l'argent, mais on n'a pas les voies juridiques. Voilà. On En fait, trouve déjà trop long. Ce qui se passe souvent, c'est quoi? Si moi j'ai l'opportunité, par exemple, où l'État, je trouve que j'ai un cousin qui est bien placé quelque part où il y a des appels à candidature, mais il me demande de créer une société. Oui, c'est ce qu'il faut. Tu vois un peu? Donc moi je crée la société, j'envoie, je gagne l'argent, mais en réalité c'est pas moi qui gagne. Voilà. D'accord. Voilà un peu le problème qui se pose. Donc, pour respecter ces tests-là, aujourd'hui, ce n'est pas, on n'est pas, parce qu'on sait déjà que si la société est créée, il va gagner des marchés. Nous avons le dossier là-bas et puis on est confiant. Et si c'est des sociétés proprement dites là, c'est rare au Bénin. D'accord. Alors, on peut conclure en disant que ce n'est que bonne idée sur ce plateau. Ce n'est que bien que d'associer puisqu'on ne peut pas Moi, le je faire trouve seul. même que c'est la meilleure des choses aujourd'hui. Mais quand on peut associer justement les actes juridiques et se protéger, protéger chacun des actionnaires, ce qui n'a pas de pépin à Non. avoir. Rien. Il n'y a pas de pépin. Voilà. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas l'information. C'est tout. Et que On a peur. on a peur pour Tout le monde a son peur de tout le investissement. monde. Oui, tout le monde a peur de tout Je le ne peux monde. pas dire le contraire parce que la méfiance est existante. C'est de taille. Elle est existante. Et aussi, quand la famille vient dedans, on ne peut plus faire certaines choses. Comme on l'a dit dans la VOS, la personne que tu ne peux pas emprisonner, il vaut mieux pas faire la Il faut mieux affaire même à pas lui. penser à ça. Parce Et qu'on d'ailleurs, le problème qu'on a, c'est que on crée des sociétés circonstancielles. C'est tout le problème. Exactement. On crée des sociétés circonstancielles. Si vous voulez vraiment créer une société qui doit avoir la durée de vie d'une société 99 définie, c'est 99 9 ans, ans. renouvelable. Donc, si vous voulez vraiment créer une société de grande envergure, franchement, il faut soigner les choix, il faut savoir comment faire et tout. Il faut être conseillé. Il faut être conseillé, vraiment. Il faut être conseillé. Surtout cet Voilà, il faut cet être conseillé. aspect, le conseil. Il faut être conseillé parce que quand tu es conseillé, tu peux durer dans le temps, tu peux quand même respecter les règles. Parce qu'aujourd'hui, faire un bilan, si tu n'as pas un appel à candidature à faire, tu ne vas pas faire de bilan. C'est quand tu as l'opportunité, mais tu commences pas à courir, venez me faire. Alors que tu n'as pas un cahier de bord, tu n'as pas un livre de bord, tu ne respectes rien. Et bon, voilà, tu es toujours dans la recette et on ne veut même pas payer les prestations. C'est là où Et même là, tu nous donnes l'opportunité de commencer petit et de grandir. Merci beaucoup, monsieur Maurice Sousa. Vous êtes juriste d'affaires. Monsieur Aguemon Eugène, spécialiste de la manuponcture, également entrepreneur. Sur le premier plateau, vous avez eu madame Aurore de Suyovo, formatrice en entrepreneuriat, et madame Clotilde Agbogbé, qui, elle, est entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. Nous avons répondu à la question. C'est chacun qui fera son choix au moment opportun, mais surtout se faire conseiller pour ne pas se retrouver en difficulté. L'homme reste au cœur de tout, donc c'est toujours une bonne idée d'associer l'homme à son entreprise, mais tout dépendra des termes et formes que vous aurez choisis. Très bonne journée, mesdames et messieurs. À demain.